Donc en quelques mots, qu'est-ce que Cocoya Think Lab ? C'est un think tank dont l'ambition est de nourrir la réflexion et de créer le débat public autour du sujet du numérique. L'objectif final étant de profiter au maximum de l'ensemble des avancées technologiques de manière avisée et responsable. Le sujet que l'on va aborder ce soir, c'est info ou intox, comment aider nos enfants à démêler le vrai du faux sur Internet. Samuel est journaliste au journal Le Monde. Il a créé la rubrique Les Décodeurs qu'il dirige. Et cette rubrique est en charge, entre autres, de vérifier l'information qui est sur Internet. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur les sites qui ont des théories conspirationnistes et qui se renvoient les uns aux autres, qui renforcent les idées, etc. C'est un principe de base qu'on trouve de manière générale. Dans l'élection américaine, on a parlé de filter bubbles, ce qu'on pourrait appeler bulle de consentement. C'est vrai que c'est un phénomène nouveau, c'est-à-dire qu'avant, l'information, on avait un peu tous la même, au sens où on regardait par exemple tous les journaux télévisés qui n'étaient pas très différents entre eux, dans les sujets, dans les couvertures. Aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez choisir littéralement les sujets qui vous intéressent, les sources qui vous intéressent et sur quels médias vous vous informez. Et des outils comme les réseaux sociaux, comme Facebook notamment, Facebook, il est conçu de telle manière que si vous vous mettez à liker, à dire j'aime telle information, il va vous en fournir d'autres. Si vous commencez à liker l'exemple classique, c'est les sites islamistes et terroristes. Si vous commencez à liker des contenus qui font l'apologie du terrorisme, il va vous en proposer d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et à la fin, vous n'avez plus que ça dans votre timeline, donc dans votre mur Facebook. Et c'est le même principe sur les sites conspirationnistes. Donc les sites conspirationnistes, le conspirationnisme, c'est pas né avec Internet, c'est vieux comme la société probablement. Mais c'est vrai qu'Internet offre aux conspirationnistes et aux gens qui en général n'ont pas d'espace médiatique classique un espace infini où s'étendre. Et un phénomène classique que vous avez sur des sites, donc les sites conspirationnistes français, ils s'appellent Panamza, ils s'appellent Wikistrike. C'est des sites qui, effectivement, utilisent la source d'un autre site conspirationniste pour dire, selon le site très sérieux infoovni.com, les ovnis ont débarqué en Caroline du Sud. Donc je peux reprendre l'info puisqu'elle vient d'un autre site. Mais si vous allez voir sur l'autre site, lui-même la prend d'un troisième site, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et vous ne trouvez jamais la source originale. Et c'est tout le principe. Il y a aussi ce qu'on appelle le confusionnisme qui consiste à prendre des informations conspirationnistes et à les mélanger avec des vraies informations. Donc un coup je vous mets un article qui est vrai, un coup je vous mets un truc complètement délirant. Et in fine, vous avez lu l'article vrai, vous dites non mais il a l'air sérieux ce site quand même, puis le coup d'après vous avez les ovnis en Caroline du Sud. Et dans la mesure où tous les quotidiens sérieux et reconnus ont maintenant un site internet qui est gratuit, est-ce qu'un conseil qu'on peut donner à nos enfants, c'est d'aller directement sur ces sites-là, le site du Figaro, du Monde, au lieu de passer par tous ces sites qui moi, me sont inconnus. Donc, est-ce que ce n'est pas un moyen aussi de dire à nos enfants, si vous voulez une information fiable, allez déjà en premier lieu sur ces sites d'actualité qui sont un gage de fiabilité et de sérieux? Alors je dirais qu'au moins allez-y pour vérifier une information dont vous n'êtes pas sûr, parce qu'effectivement vous allez avoir des journalistes derrière qui en général n'écrivent pas des choses fausses, et ça peut être des sites de gauche, de droite, du centre, mais oui je pense que c'est un moyen. Après je ne veux pas non plus tomber dans un truc qui dirait il n'y a que les grands médias qui sont fiables sur Internet, parce que c'est pas forcément vrai non plus. Je pense que ce qui est important c'est de croiser, c'est-à-dire c'est de se dire si je lis une information et si j'ai la même information sur 4 sites que je connais qui sont sérieux, il y a quand même de très grandes chances pour qu'elle soit vraie. Maintenant oui ça restera toujours plus fiable un journaliste, mais c'est vrai qu'un site même très sérieux peut aussi se tromper. Vous disiez qu'il faut avoir une certaine liberté sur Internet, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà des sites qui ont provoqué des dérives et qui ont été interdits par les autorités récemment? Aujourd'hui, on a interdit des sites djihadistes notamment. Le problème, c'est qu'en fait, la propagande djihadiste, elle passe très peu par des sites. Elle passe beaucoup plus par des réseaux sociaux. Et que c'est beaucoup plus compliqué, du coup, d'attraper des gens sur des réseaux sociaux, surtout que sur pas mal de réseaux sociaux, vous avez des dimensions privées, où on discute entre gens. Donc c'est le cas des dernières messageries très à la mode chez les jeunes qui sont WhatsApp. Et une autre qui s'appelle Telegram, qui est très utilisée par les djihadistes, qui est un genre de WhatsApp russe, en fait, c'est la même chose. Et en fait, dans ces applications-là, les gens créent des groupes privés. Et du coup, personne ne peut voir ce qui se raconte dans leur groupe privé. Et donc, on peut interdire effectivement des sites, mais c'est très difficile de lutter contre une propagande par l'interdiction, en fait. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ensuite, le risque d'interdire des sites, on interdit des sites qui sont hors la loi. Si vous ouvrez un site pour, j'en sais rien, pour vendre de la drogue, ou vous allez vous le faire interdire assez vite, normalement. Mais c'est aussi qui interdit. Par exemple, en Chine, en Iran, dans des pays très autoritaires, l'État joue de ce jeu-là et interdit beaucoup de choses. C'est toujours la question quand on commence à interdire des choses, c'est qui l'interdit et pour quel motif et pour quelle raison. La réflexion qu'ont les réseaux sociaux là-dessus, qui est peut-être pas bête, c'est de dire on peut pas essayer de tarir une information. Le mieux, c'est d'essayer de la contrer. C'est-à-dire que si j'ai de la propagande d'un côté, il faut que j'ai de la contre-propagande de l'autre, entre guillemets.
Ça, c'est la position des moteurs de recherche et de Google en général. Ça pose effectivement cette question de l'interdiction, mais c'est vrai qu'elle pose pas mal de problèmes et qu'elle en résout finalement pas tant que ça en fait. Dans le même genre, YouTube, est-ce qu'il y a beaucoup de... Parce que c'est plus difficile de tricher sur des images, sur des vidéos. Est-ce qu'il y a beaucoup de fausses, genre des réfugiés sur YouTube? En fait, c'est très facile de tricher sur une vidéo. Alors, c'est plus difficile de faire du montage et d'ajouter des éléments qui ne sont pas. Là, c'est des effets spéciaux et ça demande des technologies. Mais c'est très facile de prendre... Alors, typiquement, l'attentat de Bruxelles, il y a une vidéo qui a beaucoup tourné, qui a été relayée par des médias, qui était en fait une vidéo d'un attentat 5 ans avant en Russie. Voilà, c'est typiquement ce genre de choses. C'est, je vous prends une vidéo demain matin, j'en sais rien... une vidéo d'arrivée de migrants en Bulgarie et je vous dis que c'était Gare du Nord. C'est le même type de manipulation qui est plus de la manipulation de contexte ou de date, où je prends une vidéo d'il y a un an et je vous dis que ça s'est passé hier. Et YouTube, l'autre problème, c'est la liberté de parole qu'ont des gens dessus. Et là, on tombe sur une question qui est encore plus épineuse, qui est celle de la liberté d'expression, qui est qu'un Dieudonné, qui propage quand même de l'antisémitisme, il peut s'exprimer sur YouTube. Et il le fait. Et de temps en temps, une de ces vidéos est interdite, mais le temps qu'elle soit interdite, elle est recopiée 20 000 fois par 20 000 comptes, et vous ne pouvez pas en fait interdire une vidéo. C'est quasiment impossible, sauf à bloquer YouTube, et on ne peut pas bloquer YouTube. Qu'est-ce que vous pensez de la labellisation justement d'un certain nombre de sites? Ça existe dans des secteurs comme le secteur de la santé. Il y a des sites labellisés. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui va avoir tendance à se développer dans d'autres secteurs ou est-ce que c'est compliqué, effectivement, puisqu'on a besoin de la diversité d'informations, mais en même temps, le danger est là. Ce qui est intéressant, c'est que Google vient de le faire, en fait, suite notamment à la victoire de Donald Trump, qui a été... vous refaire tout le contexte, mais qui a été quand même permise par notamment l'émergence et vraiment une espèce de forte croissance de ces sites de fausses nouvelles. Google a commencé à labelliser des sites, donc maintenant, là on a sorti notre premier article aujourd'hui qui était labellisé comme un article de vérification. Après, la question de la labellisation, on y vient, c'est-à-dire que l'exemple que tout le monde donnait, qui était récent, c'est que si vous cherchez Alep en ce moment, hier en tout cas, vous cherchez Alep sur Google News, un des premiers liens qui vous était proposé, c'était un lien vers un site qui s'appelle Réseau Voltaire, qui est un site conspirationniste. Et qui apparaît dans Google News. Et Google News, c'est censé être l'endroit où vous avez la presse, pas l'endroit où vous avez n'importe quoi. Donc Google, s'apercevant de ça, est en train de réfléchir à des solutions de labellisation, et je pense qu'on va y venir. Ouais. Après, ça pose toujours la question de qui labellise, et la question de qu'est-ce qui se passe quand on l'est pas. Et je pense que faut arriver à manier à la fois une dimension qui ne peut pas être de la censure aujourd'hui à l'heure d'Internet. On ne peut pas dire on va interdire des sites parce que de toute façon on n'y arrivera pas. Et qu'en plus je pense que ce n'est pas souhaitable. C'est quand même une grande chance finalement qu'on a d'avoir accès à toute l'information qu'on veut quand on veut depuis son téléphone. Mais effectivement il y a une question à un moment donné de qu'est-ce qui est fiable. Et je pense qu'une clé ça peut être peut-être la méthode journalistique. C'est-à-dire au-delà du site et de sa couleur politique éventuelle ou de ce qu'il peut faire ou pas. C'est effectivement de dire est-ce que ça a été écrit par des journalistes? Est-ce qu'ils ont utilisé une méthode journalistique? Est-ce qu'ils ont croisé leurs sources? Est-ce qu'ils ont appelé? Est-ce qu'ils ont vérifié? Mais en tout cas, oui, c'est une des pistes sur lesquelles on travaille. Enfin, on travaille avec Google. Il y a une telle quantité d'informations qui est mise sur Internet. Comment on va décider de ce qu'on labellise, de ce qu'on lit pour labelliser, etc. On peut labelliser des sites. Après, encore une fois, le problème de la labellisation, c'est effectivement ça. C'est que c'est pas parce que vous ouvrez un blog que vous êtes forcément pas crédible. Il y a une dimension aussi qui est intéressante à évoquer et à avoir en tête, c'est que tout n'est pas information. Si j'ouvre un blog pour dire ce que je pense de l'actualité ou du cinéma, de chronique cinéma, je donne mon avis. C'est mon droit et il n'y a pas de souci. Mais je ne fais pas de l'information. Je donne mon avis. Et très souvent, c'est difficile de faire le distinguo. C'est pour ça que je vous ai parlé des sources et que c'est important de voir qu'un article journalistique, il est sourcé. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai pris mon clavier, qui ai écrit mon petit truc dans mon coin. J'ai vérifié, j'ai appelé des gens, j'ai enquêté, voilà. Et c'est, je pense, une des différences qu'il faut faire. Et après, la labellisation, voilà, faut la voir sur de l'information et sur ce qui se présente de l'information. Dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, il y avait des vrais faux sites créés par l'extrême droite, identitaire. Enfin, c'est même plus que l'extrême droite, c'est vraiment très très loin à l'extrême droite. Et ces faux sites, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour se faire passer pour des vrais sites d'information. C'est-à-dire qu'ils ont la tête d'un site d'information avec un titre, un chapeau, un texte, des intertitres, etc. Mais ça n'en est pas. Donc je pense que c'est ce danger-là qu'on peut éviter avec la labellisation. C'est de dire un site d'information, voilà, on estime que c'est un site d'information. Après, c'est la question de qui labellise, effectivement. Je vous propose de conclure par une petite citation de Jean-Marie Petitclerc dans son livre « Éduquer à l'heure d'Internet ». « Je deviens sujet en apprenant à trier l'information, à l'organiser, en ne mettant pas tout au même niveau et en refusant d'être victime d'une lecture seulement émotive de ce qui arrive. Bref, en étant capable de prendre du recul. Donc, l'éducation consiste à apprendre aux jeunes à décrypter l'information qui surgit de manière à ne pas se laisser manipuler,
car il est devenu très facile de truquer ce que l'on projette en images en faisant croire qu'il s'agit du réel. Merci beaucoup.